Alors, MPCM reçoit aujourd'hui Eddy Bonnet, qui est un observateur éclairé de la politique valaisanne. Et la première question que j'ai envie de lui poser, comment justement devient-on un observateur intéressé ou éclairé de la politique valaisanne? Bon, c'est une très très longue histoire qui remonte à mon adolescence, puisque j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de politique et surtout très marqué par les événements qui se sont produits à Aya dans les années 30. À l'époque, les élections débouchaient sur des situations dramatiques et même en 36, je crois, il y a eu un mort suite à des élections. Ensuite, bien sûr, dans les années 70, fin des années 60, c'était la fin de l'hégémonie du PDC sur Aya. Et le dernier président minoritaire à Aya, c'est Clovis Riant. Et à partir de 1974 jusqu'en 2004, pendant 30 ans, eh bien, il y a eu un renversement de cette majorité. Et le prochain président minoritaire, c'était mon beau-frère, Georges Bétrizy, en 2004. Et puis ensuite, bien sûr, le retour de Marco Aymon. Donc ces événements-là m'ont profondément marqué. Mais surtout, l'événement marquant, ça a été bien sûr la fin des années 90, lorsque on évoquait le scandale de la Banque cantonale valaisanne. Et là, j'ai pris des décisions assez fortes parce que je trouvais inacceptable ce qui s'est passé. Donc on se souvient brièvement, c'était le grand scandale de la Banque cantonale avec Jean Dorsat et le rôle inacceptable qu'a joué le responsable politique de l'époque, Hans Weir, lorsqu'il a pris la décision de rendre coupable Roger Roduit, de le licencier sur le champ avec 4 enfants. J'ai trouvé ça vraiment inacceptable. Et avec d'autres, nous avons estimé qu'il fallait un changement de politique dans ce canton. Et c'est comme ça que l'on a créé en 96 le PAX. Et on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait à peu près 20 ans pour amener de la démocratie dans ce canton. À mon souvenir, avec Christophe Darbelet. Très bien sûr, on a raté une occasion incroyable en 99, puisque le parti a été créé en 97. 2 ans plus tard, les élections fédérales, et on a eu un coup de chance incroyable de pouvoir compter sur un tout jeune nouveau candidat au Conseil des États, c'était Christophe Darbelet, qui avait 26 ans. Ça a été un coup de génie parce qu'on devenait Conseil d'État à l'époque après avoir fait 8, 10 ans, 12 ans au Grand Conseil et ensuite au Conseil national. Et à 50, 55 ans, on était prêt pour le Conseil des États. Et là, tout à coup, on a sorti de notre manche un jeune candidat à 26 ans. Malheureusement, malgré ses 20%, on a raté un coup incroyable parce que si on l'avait mis sur notre liste au Conseil national, comme ça se fait plus souvent maintenant, il aurait été élu au Conseil national sans problème. Il m'a manqué quelques listes pour être élu au Conseil national à l'époque. C'était Peter Jossen du Valais qui a récupéré un deuxième siège pour les socialistes. Mais si Christophe Darbelet avait été élu, il n'aurait pas changé de parti et à ce moment-là, on aurait pu développer une vraie politique chrétienne sociale dans ce canton, puisqu'avec les jaunes du Valais, on pesait à ce moment-là, on aurait pesé 17 à 18%. Mais on va peut-être revenir brièvement sur la commune de Sierre et votre parcours au conseil communal de Sierre. Oui, alors ce qu'il faut évoquer, c'est qu'entre 97 et 2004, on a travaillé très étroitement avec les jaunes du Haut-Valais, donc les chrétiens sociaux. Et puis malheureusement, en 2002, donc lorsque Christophe Darbelet a quitté notre parti, il a annoncé quelques jours plus tard sa candidature au Conseil national pour le PDC, ce qui a d'ailleurs amené une déstabilisation totale du PDC, puisque son élection en octobre 2023 a entraîné la non-élection de Fernand Brailletan, et c'était la première fois au sein de ce parti qu'un élu n'était pas réélu. Donc Christophe Darbelet a déstabilisé indirectement, inconsciemment peut-être sans doute, le PDC. Mais donc pour nous, en 2003-2004, donc le PAC, ça avait fait 3,5% au national en 99. Et pour nous, c'était soit on trouve une autre variante, soit on dissout le parti. Et c'est comme ça qu'on s'est approché des Verts et des socialistes en 2003. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a travaillé avec ces deux partis politiques, ce qui m'a permis ensuite de se mettre en liste à Sierre. En 2008, j'étais élu au Conseil général, jusqu'en 2012. Et puis en 2012, sur la liste Vert-Rose, j'ai été élu une première fois. Et puis maintenant, eh bien, je viens d'être élu pour une troisième législature en 2020. Et les dicastères? Alors en 2012, lorsque je suis arrivé au conseil municipal, je me suis tout de suite dit, moi je ne souhaite pas du tout mettre ma patte sur les questions, sur les dicastères qui me touchent dans la société civile, c'est-à-dire l'enseignement, le sport, l'intégration, etc. Je voulais vraiment mettre une action sur des domaines qui me sont un peu plus éloignés, mais pour lesquels j'ai de l'intérêt. Et c'est comme ça que j'ai mis le souhait de prendre la responsabilité politique du dicaster construction et bâtiment. Donc de 2012 en 2014, ça a été ma responsabilité. Et suite au départ de Jean-Paul Salamin en 2014,
j'ai souhaité plutôt avoir une vision plus large en acceptant, en sollicitant le dicaster aménagement du territoire jusqu'en 2020. Et pour cette troisième législature, comme on a essayé de réfléchir à une répartition optimale des dicasters en fonction des personnes présentes, là je suis maintenant responsable du dicaster des sports, de la sécurité, donc la police, les pompiers, puis également dans une spécificité de la ville de Sierre, c'est le jumelage, la responsabilité politique du jumelage. C'est une institution sur Sierre puisqu'elle existe depuis 1955, donc l'année de ma naissance, c'est assez intéressant. La ville de Sierre est jumelée avec les villes de Zelzate en Belgique, Schwarzenbeck en Allemagne, Cesenatico en Italie et Aubenas en France. Voilà. Alors, lorsqu'on a quelqu'un qui est responsable du dicaster des sports en ville de Sierre, il y a une question inéluctable qui surgit, c'est celle de la patinoire. Sierre est une ville du hockey. Depuis des années, il y a un problème évident d'utilisation de la patinoire, avec même des risques pour les spectateurs. Quand cette nouvelle patinoire pourra être construite et comment, quelle sera son infrastructure? Oh là là, le premier patinoire à Sierre, c'est un très très long serpent de mer. C'est bien sûr avec gros intérêt que j'accompagne ce projet. Je suis un passionné de hockey puisque je suis les matchs à Sierre depuis la fin des années 60. Donc, lorsque Sierre est monté en Ligue nationale, j'ai pu mesurer, apprécier, disons, la folie des Sierrois pour ce sport. Alors bien sûr qu'on regrette maintenant toutes les occasions qui n'ont pas été réalisées, qui n'ont pas été saisies dans le passé pour qu'on ait une infrastructure digne de ce nom. On a raté quelques occasions et maintenant effectivement la patinoire de Graben est très très ancienne. Alors ce qui se passe au niveau du conseil municipal, on m'a attribué plutôt la responsabilité d'accompagner Graben maintenant, donc de faire les investissements nécessaires pour qu'on n'ait plus de journalistes qui risquent sa peau en venant sur Sierre, que les joueurs de hockey ne risquent pas de passer dans la fosse. Donc ça, c'est ma responsabilité première. Par contre, le projet de la nouvelle patinoire, c'est un grand projet. Il est plutôt accompagné par le président et les deux candidats à la présidence de la ville en 2016, c'est-à-dire Pierre Berthaud, donc président, Marc-André Bercla, qui est libéral radical, et puis Olivier Salama. Ce sont ces trois personnes qui composent le comité de pilotage avec des investisseurs. Alors, ce qui a été évoqué, donc, dans un tout premier temps, il y a 3 ans, c'était bien sûr l'emplacement de la patinoire. Initialement, c'était prévu de la construire à Daval, puisqu'on s'est dit le hockey peut occuper une place importante dans le Valais central, et cette institution, cette nouvelle patinoire à Daval, entre Sierre et Sion, aurait eu sa pertinence, mais pour des raisons logistiques et une question de terrain, ça n'a pas été possible. Donc on est revenu au centre-ville, au Camp des Mines, puisque il y a quelques jours, donc samedi passé, on a inauguré le grand centre sportif d'Écotia. Le football qui était à Camp des Mines depuis des décennies, depuis les années 50, a été déplacé à Écotia, ce qui fait que les 5 hectares de terrain, les 9 hectares in globo de Camp des Mines se sont libérés, et le choix du conseil municipal a été de placer cette patinoire à Camp des Mines. Dans un premier temps, on avait envisagé une patinoire de 5000 places à 40 millions. Ça aurait été possible financièrement, plus facile au niveau financier, mais avec relativement peu de perspectives. On a développé une collaboration très intense avec Chris Maxorley, qui lui a motivé des investisseurs pour dire non, à Sierre il faut vraiment une patinoire de 6005. Comme la Fédération suisse de hockey n'a pas définitivement bouclé le championnat à 14 équipes, la Fédération souhaite vivement avoir une équipe du Valais dans ces 14, et à ce moment-là, c'est un projet qui pourrait être intéressant pour le Valais central. Ce projet a l'appui des communes du Listri. Les investisseurs travaillent maintenant à finaliser cet engagement financier. On peut imaginer un partage 50-50 entre les collectivités publiques, la ville, les communes du Listri, le Valais, et les investisseurs. Et normalement, dans les mois qui viennent, on devrait faire une communication sur l'avenir de ce projet. On espère vivement pouvoir présenter au Conseil général un projet l'an prochain, mois de juin. Et bien sûr, si les citoyennes et les citoyens, dans une votation populaire, acceptent le projet, ensuite on peut assez facilement donner une date de réalisation. Ce qu'on peut dire, c'est que le financement privé, c'est le dernier manque à la construction de la patinoire de Graben. C'est ça. En tout cas, les collectivités publiques
les communes du Listri ont montré un gros intérêt d'avoir une patinoire à 6005 avec possibilité de venir avant le match, de partager un repas. Donc il y a toute une dynamique qui peut se créer autour de la patinoire. Et puis dans cet écoquartier prévu à Condé-Mines, on peut imaginer donc ce qui est prévu, c'est bien sûr un écoquartier avec des bâtiments. Et les investisseurs durant cette période, essayent de faire des calculs de rentabilité parce que ce ne sont pas des mécènes qui vont mettre 40 ou 50 millions à fond perdu. Votre carrière professionnelle, vous l'avez fait dans l'enseignement. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'école, ça peut être, a été ou sera en quelque sorte un apprentissage à la vie politique? Alors, je pense que l'école joue certainement son rôle, mais moi je pense que l'apprentissage de la vie politique, c'est avant tout plutôt ma petite carrière de football qui me l'a amené. Donc, Je pensais de manière générale aux jeunes actuels. Je pense, oui. Je pense que, bien sûr, l'école joue un rôle très important de manière générale, puisque pour faire de la politique actuellement, il faut être passionné, il faut être intéressé, mais il faut connaître, et les domaines deviennent de plus en plus complexes, et je pense que l'école a un rôle à jouer dans tout ce qu'elle peut apporter aux jeunes. Surtout qu'on a maintenant, dans le cadre de la constituante et dans les réflexions de société, on essaie d'amener des projets dans les écoles pour motiver les jeunes à s'intéresser à la chose publique. Alors justement, vous avez prononcé ce mot sur lequel on va continuer cette discussion, la constituante. Tout d'abord, est-ce que c'est un exercice utile ou inutile par rapport à la vie politique de notre canton? Moi, je pense que c'est quand même extrêmement important qu'on revienne sur cette constitution qui date du début du siècle passé, je crois 1902. Donc la société a évolué, les questions sont d'une autre nature, et pour moi, il était évident qu'il fallait revoir cette constitution, et on s'est battu avec mes amis politiques pour que cette constitution ne soit pas une révisionnite, quelques touches, mais vraiment une révision totale de la constitution. Et ce qui nous paraissait important également, c'est que ce ne soit pas le Grand Conseil qui s'occupe de cette réflexion et de ces travaux, mais qu'on nomme une constituante. Et j'ose espérer que le peuple appréciera tout ce qui a été déjà prévu et réalisé, même si la question politique chaude de notre canton, c'est-à-dire la cohabitation ou l'équilibre entre le haut et le centre et le bas, reste un élément clé de cette constitution. Alors, la constituante, c'est la création d'une nouvelle constitution. Hein, et comment se fait-il que dès le premier jour des discussions, en quelque sorte, avant même qu'on ait peut-être posé les questions au peuple, il y a un sujet tabou dans cette constituante, c'est celle de la création ou non de demi-cantons. C'est une question qui, volontairement, n'a pas été abordée. Comment expliquer ce refus de simplement poser sur la table cette question? On reviendra plus tard parce qu'à mon avis, ça a eu des conséquences sur l'élaboration du processus. Alors, comment expliquer ce refus et ce tabou? Alors bon, je ne suis pas dans les arcanes de la constituante, je ne suis pas un constituant, ça n'aurait pas été possible pour moi en étant conseiller communal à Sierre. Cette question a suscité tellement de débats déjà au Grand Conseil. Je me souviens de Gabriel Bander et d'autres du Bas-Valais qui avaient thématisé la chose, et puis ça avait débouché sur une telle bataille rangée au Grand Conseil. Je pense que les constituants se sont tout de suite dit, si on aborde cette question, je pense que les travaux vont se terminer rapidement. On n'a pas eu le courage, alors que ça aurait été vraiment une thématique importante. On n'a pas eu le courage de mettre sur la table cette problématique. Et puis je pense que ça pourrait amener le peuple à refuser cette constituante à cause des questions liées à cette rupture d'équilibre entre le bas et le haut. Oui, alors justement, on voit que le processus de la constituante arrive plus ou moins à son terme. On ne sait pas s'il y aura une troisième lecture, on est à la fin de la deuxième lecture. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait déjà une opposition. Alors, comment vous jugez ces gens qui, à ce moment de ce processus, s'opposent déjà et déclarent vouloir s'opposer à la constituante et à la nouvelle constitution? Ça, c'est un coup dans l'eau. Donc, le fait que l'UDCLUO se soit positionné contre la constituante, la nouvelle constitution, avant même qu'elle soit mise en vote au peuple, c'est complètement déplacé. Mais on sait en Valais la question du haut et du bas. La partie, on parle toujours du haut et du bas, mais on laisse croire que nous sommes deux cantons à 50-50, 50%, 50%, mais ce n'est pas le cas. Donc,
on doit parler du haut, du centre et du bas, ou alors on part de la partie germanophone et la partie francophone. Et bien sûr, l'aspect historique, hein, ce sont les Valaisans qui ont longtemps commandé dans ce canton. Et puis maintenant, c'est devenu une petite minorité. Le centre et le bas se développent à grande échelle. Le haut se développe petit à petit un peu mieux maintenant avec le développement incroyable de la ville de Liège, hein, avec le projet d'Alonza, le projet Moderna. Mais globalement, la partie francophone se développe à une vitesse incroyable et maintenant on a dans un rapport à peu près 3 quarts, 1 quart. Donc la question reste politiquement très chaude, mais de toute façon, de monter au créneau avant que le projet est mis en consultation, ça c'est un coup politique de l'IDC du Haut, et je ne suis pas sûr que le président de ce groupe, hein, contestataire, Michael Gravert, je ne suis pas sûr que ça va pas le mettre en danger pour sa réélection au Conseil national en 2023. Ensuite, même parmi les gens qui sont assez favorables à la constituante, surgit presque immanquablement la problématique du coût. Est-ce que 7,5 millions, on n'a pas dépassé un cadre adéquat, ou c'est encore des montants qui vous paraissent appropriés, compte tenu qu'on a dû faire des rallonges budgétaires? C'est ça, donc bon, c'est un exercice tellement important pour l'avenir de ce canton. Je pense qu'on ne doit pas trop regarder le coût. Ce qui est dramatique ici dans ce projet, c'est qu'effectivement le Covid s'est glissé parmi ses constituants, et c'est ce qui a rallongé un peu le processus, qui a multiplié les séances et qui débouche sur un coût un peu plus important. Mais quand on a un budget, si je me souviens bien, de près de 4,5 milliards, je pense qu'on peut mettre 7 à 8 millions pour envisager l'avenir du canton du Valais, qui a des potentialités tellement énormes dans tous les secteurs. Bon, je pense qu'on peut faire face à cette dépense. Il y a plusieurs aspects qu'on peut aborder dans la constituante. Il y a un aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des APEA, des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, dont je dis que la structure actuelle, l'organisation en ressources humaines et en moyens n'est pas adéquate, et on a pensé naturellement à un tribunal de la famille qui pourrait, on va dire, améliorer tout ça. Et dans ce processus qui devait appartenir à la constituante, on a le département des institutions qui est quand même chargé un peu de structurer l'ensemble, même au niveau de la constituante, avec des liens très très étroits, a décidé d'organiser différemment les APEA, donc dans ce cours législatif, dans cette courte période. Est-ce qu'on n'a pas là une sorte d'émission dans le processus de la constituante, ou s'il n'y a pas d'émission, est-ce qu'on ne doit pas se dire, mais pourquoi faire des changements législatifs à si courte échelle et de période de temps, alors que l'on sait que la constituante, c'est vraiment sur le très long terme? Comment vous jugez cette situation? Voilà, je pense que bon, la situation telle qu'on la connaissait avec des APEA au niveau communal, donc on connaît que les problèmes de société sont de plus en plus nombreux. Il faut vraiment une masse critique plus large pour qu'on puisse avoir quelques spécialistes qui traitent des questions spécifiques à cette problématique. Moi, je pense qu'en liaison avec la constituante, je n'ai pas exactement l'horizon historique, mais je pense qu'on avait envisagé de cantonaliser les APEA avant le début des travaux de la constituante. Alors après, c'est posé la question, est-ce qu'on va quand même, ça a été longtemps thématisé, est-ce qu'on va au bout du processus, on va jusqu'à la cantonalisation des APEA, indépendamment de la décision qui se prendra ensuite du tribunal de famille ou pas? Il est clair qu'on peut se poser légitimement cette question, mais si la nouvelle constitution ne devait pas être appliquée par le peuple, on aurait perdu de nombreuses années pour aller vers la cantonalisation. Donc je pense que le processus doit être amené à son terme. C'est compliqué. Donc moi je représente la ville au comité, l'organe de direction de l'APEA qui est maintenant qui a été devenu à Sierre une APEA intercommunale avec la mise en perspective de la NOP Contrée de Sierre et d'Anniviers. Et puis maintenant, on a quasiment cette structure qui est reprise au niveau du canton. Mais le processus est extrêmement compliqué, on l'a vu dernièrement, surtout au niveau de la problématique de l'engagement du personnel, puisqu'on a des gens qui ont une longue expérience au niveau communal, qui sont repris dans la structure cantonale, avec pour certains une diminution de salaire, une nécessité de commencer avec des paliers d'attente. Donc les problématiques se posent de ce côté-là. Maintenant,
question, si la Constitution devait être acceptée par le peuple, est-ce que c'est mieux d'avoir un tribunal de famille ou une APEA cantonalisée? Ben, c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors, est-ce qu'on peut dire que la clé de voûte de cette Constitution, c'est le système majoritaire ou proportionnel du gouvernement pour sa désignation? Bon, je pense que ce n'est pas l'enjeu majoritaire. J'ai vu aujourd'hui même, je crois dans la presse, que la Constituante a décidé d'aller vers une désignation de 7 conseillers d'État à la proportionnelle. Je ne pense pas que l'enjeu se trouve à ce niveau-là. On aura facilement la possibilité d'accorder, entre guillemets, 2 représentants dans le haut. Le vrai enjeu se situe plutôt au niveau de l'élection conseil des États et du Grand Conseil, avec une clause qui pourrait quand même permettre à la partie minoritaire du Haut-Valais d'avoir un minimum de députés. Ce sont plutôt ces 2 pierres d'achoppement. Je pense que l'élection au Conseil d'État à 7, majoritaire proportionnelle, ce n'est pas très important, et ce n'est pas cet aspect qui va poser difficulté. Mais par contre, effectivement, l'élection au Conseil des États, la représentation au Grand Conseil, et puis la question du droit de vote des étrangers, ainsi que la nécessité ou l'exigence d'avoir un Conseil général pour toutes les communes plus de 5000 habitants, ce sont ces pierres d'achoppement qui pourraient mettre en difficulté donc vous situez davantage la clé de voûte, la base de cette Constitution, dans le corps législatif. Et alors là, puisqu'il est d'actualité, il semblerait qu'on se dirige vers 130 députés avec 130 suppléants, c'est-à-dire une structure très identique à l'actuelle, sous réserve naturellement des districts, etc. Mais on peut dire exactement la même structure, donc la clé de voûte est exactement identique. Bon, là j'aurais souhaité, en tout cas j'aurais souhaité qu'on reprenne un tout petit peu cette réflexion, et pour moi 130 députés et 130 suppléants c'est beaucoup trop. On se rend compte de la complexité des difficultés qui se posent à tous ces gens qui vont régulièrement à Sion pour siéger. J'aurais vu plutôt une structure à 90 personnes, mais bon, ça c'est le choix des constituants. Pour moi, c'est vraiment plutôt la représentativité du haut et du bas au sein de ce Parlement. On s'est rendu compte, hein, il y a 3 ans d'ailleurs, que lors de cette fameuse votation où Béatrice Hilaire avait sorti du chapeau l'exigence d'avoir minimum 35 députés pour le Valais, c'est ce qui a amené le peuple à refuser cette proposition. Donc ce sont ces enjeux-là qui me paraissent assez déterminants et qui ont peut-être motivé déjà ce groupe UDC du Valais, sous la présidence de Michael Grabert, de déjà dire non à la nouvelle constitution. Je pense que c'est plutôt ces éléments-là qui seront chauds lors du débat populaire. De votre point de vue individuel, pas, je dirais, vous n'êtes pas un constituant, donc vous n'appartenez pas à cet organe, vous serez, comme moi, comme chacun d'entre nous, citoyen, vous auriez vu une amélioration possible sur le plan constitutionnel de l'institution judiciaire? Bon, je crois que ça a été tellement thématisé, la justice en Valais, sa lenteur, ces problématiques de représentativité. Moi, je trouve qu'avec le Conseil de la magistrature, on a un peu dépolitisé la justice, mais moi j'avais placé beaucoup d'espoir, comme beaucoup d'autres, en ce Conseil de la magistrature qui existe aussi dans d'autres lieux. Ça améliorait un peu le fonctionnement de la justice, mais voilà, c'est pas mon domaine spécifique. Je peux juste constater une amélioration, enfin une petite dépolitisation de la justice à travers le Conseil de la magistrature. Maintenant, je ne peux pas donner plus de détails sur la manière dont la constituante envisage d'organiser la justice en Valais. Vous êtes quand même un grand démocrate, vous croyez au vote des citoyens, etc. Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion, peut-être ça l'est encore, on ne sait pas, puisque cette question n'est pas définitivement réglée, par exemple le mode de désignation à tout le moins du procureur général, peut-être de certains de ses adjoints, mais à tout le moins du procureur général, qui dicte quand même la politique criminelle. Les gens ils se rendent pas compte, c'est la politique criminelle, c'est-à-dire de quelle manière on va mettre les ressources, plutôt sur le côté financier, plutôt sur le côté des mœurs, plutôt sur le côté peut-être d'un autre type de criminalité, etc. C'est lui qui l'a défini. Est-ce que c'est pas l'occasion de se dire, est-ce que cette personne-là ou cette structure-là, elle doit être pas l'émanation des citoyens
au niveau de la représentativité, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, et de se dire, ça aurait pu, ou peut-être ça sera l'occasion d'un mode de désignation populaire, et non plus par la Chambre des députés. Si on se souvient de tous les épisodes qui ont accompagné la réélection du procureur en Valais lors d'une séance décentralisée à Brigue, on ne peut qu'adhérer à cette approche, hein, parce que le fait d'avoir exclu les journalistes, d'avoir voulu faire ça un petit comité, ça donne plutôt de l'eau au moulin de ceux qui seraient partisans d'une élection populaire. Moi, je serais tout à fait favorable à ce que le peuple puisse avoir un mot à dire. Je crois que c'est le cas, par exemple, dans le canton de Genève, où, oui, je serais partisan d'ouvrir le jeu, et la population de plus en plus, en tout cas en Suisse, en Valais, en Suisse, est mature. On vote 4 fois par année, les gens s'intéressent, s'informent, et je pense qu'ils auraient tout à fait la compétence d'amener un plus dans le cadre de cette élection. Il y a un autre gros débat qui s'est instauré dans le cadre de la Constituante, c'est l'établissement ou non d'une cour environnementale, excusez-moi. Ouais. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'on peut dire que c'est perdu? Bon, il est clair que lorsque la Constituante a débuté ses travaux il y a 4 ans ou 3 ans maintenant, on n'était pas encore tout à fait conscient des risques et des dangers et des problèmes qui se posaient au niveau du climat. On avait quand même déjà on se rendait compte qu'on devait absolument prendre toute une série de mesures pour empêcher la planète de brûler. On a vu cet été, c'est dramatique. Donc il faut absolument que dans la nouvelle Constitution, soit mise en avant la nécessité de protéger la Terre. Hein. Alors après, quel est le meilleur outil? Est-ce qu'il faut une cour environnementale? Pourquoi pas? Là, je ne suis pas un grand spécialiste du domaine, mais en tout cas, tout ce qui va dans le sens de motiver les gens à dire on doit diminuer la production de CO2, on doit respecter notre planète, parce que sinon, nos enfants et petits-enfants vivront dans des conditions dramatiques. Mais l'écologie est devenue une sorte de symbole. La Constitution, c'est aussi un symbole. Est-ce que le signe, parce qu'on tend vers l'absence de cette cour-là, est-ce que ce n'est pas le signe finalement populaire, puisque les députés, les constituants sont l'émanation de nous tous, ce n'est pas le signe que finalement, non, cette écologie-là, elle n'entrera pas trop dans le champ de la loi, et pas plus que tant, et que finalement cet intérêt il est très mesuré, parce que si on avait voulu marquer et donner un signe très clair, on aurait dit, eh bien, ça vaut le symbole, et ce petit coup supplémentaire, on aurait pu à l'intérieur de la Cour de droit public dire, il y aura cette Cour de l'environnement. Bon, l'écologie et le Valais, c'est une thématique pour elle-même. La question du loup ressurgit régulièrement. La question du droit de recours des organisations écologiques pose de grosses difficultés à tous les gens qui veulent investir dans ce canton. Donc, effectivement, les constituants sont plutôt dans l'air du temps. Peut-être que si cette nouvelle constitution devait se réaliser à Genève ou dans les cantons comme Bâle ou d'autres, la question de la mise dans la nouvelle constitution d'une cour environnementale ne poserait pas de problème. La question d'écologie en Valais reste quand même encore très chaude. Alors, le nerf de la guerre, on le connaît tous, c'est l'argent, c'est le moyen d'utiliser les ressources de manière appropriée, etc. Et si je devais personnellement mettre une clé de voûte à cette constitution, à son intérêt, ça serait la création ou non d'une Cour des comptes indépendante. Quelle est votre approche sur la nécessité ou non de cet organe supplémentaire? Je crois que c'est cette Cour des comptes qui existe, je crois, dans certains cantons romans, à Genève, je crois. Il me semble aussi, oui. Dans le canton de Fribourg, on avait thématisé le sujet il y a une quinzaine d'années, lorsque le canton avait accepté cette nouvelle constitution à Fribourg, qui avait été d'ailleurs, c'est intéressant, avait été pilotée par un conseiller fédéral, Alain Berset, et puis Christian Lebrun, qui a été 10 ans président du PS. Donc la question a été thématisée dans le canton de Fribourg, et moi je pense que ce serait un outil supplémentaire pour permettre une vision encore plus claire de l'évolution financière du canton. Mais comment expliquer qu'en Valais, cette possibilité, en quelque sorte, elle soit extraordinairement freinée et peut-être totalement supprimée en disant on va le laisser dans le champ du gouvernement de manière complète et que ça suffit?
Bon, il faut juste être conscient d'une chose, hein. Si on prend l'évolution politique de ce canton, jusqu'en 2015, le PDC était majoritaire et depuis 1848. Donc on a déjà tellement avancé au niveau politique dans de nombreux domaines. Je pense que c'était aller trop loin que d'envisager encore cette évolution pour les questions financières. Mais on doit surtout tenir compte du fait qu'avec la présence depuis 2020 de toutes les grandes forces politiques au gouvernement, ça n'a pas été simple, hein. Je l'avais évoqué d'ailleurs en préambule lorsqu'on avait créé ce parti politique en 1996. On a tellement évolué vers la démocratie que les constituants maintenant deviennent un peu frileux pour aller encore plus loin. Mhm. Et puis, si vous mettez dans la peau de la constituante, et si vous-même individuellement, pas en tant que membre d'un groupe, etc., individuellement, vous aviez pu élaborer une norme, et une seule norme nouvelle ou qui aurait donné un élan à la Constitution, vous auriez privilégié quel angle? Bon, je pense que c'est difficile de sortir un élément sur une centaine d'articles, ou peut-être même plus. Moi, j'ai pas, en tant que non-constituant, je n'ai pas analysé tous ces domaines. C'est plutôt des petites touches qui me paraissent importantes. Et par exemple, j'ai apprécié le fait qu'on a réouvert la question du vote pour les étrangers. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, comme enseignant et directeur d'école, donc j'ai travaillé durant 31 ans à l'école commerce et culture générale de Sierre. Et quand je me souviens de tous ces enfants d'Italiens, de Portugais, de deuxième, troisième génération qui sont nés en Suisse, qui participent aux activités citoyennes, le sport, la politique, etc., que ces gens n'ont pas le droit de vote, moi je trouve ça au XXIe siècle absolument catastrophique. S'il y a un élément pour lequel je me serais battu vraiment bec et ongle, c'est en tout cas le droit de vote aux étrangers, au minimum au niveau communal. Comment vous expliquez que des gens, à la limite même mesurés dans leur appréciation, considèrent que cette question-là, ça pourrait être la clé de voûte, mais dans le sens contraire, en disant nous sommes favorables à une certaine intégration, mais avant cette intégration, on veut qu'il y ait un acte de naturalisation, et c'est cet acte de naturalisation qui fonderait un droit le plus large possible à s'exprimer. Je crois que les enfants de troisième génération qui sont nés en Suisse, qui ont fait toute leur scolarité en Suisse, qui paient les aides droits suisses, qui ne pourront jamais envisager un retour dans leur pays d'origine puisqu'ils ne maîtrisent pas la langue, je ne comprends pas comment traiter ces gens différemment que les citoyens enfants de Suisse. J'ai de la peine à comprendre. Bon, on a été vers un adoucissement dans ce domaine, et je pense qu'il faut aller plus loin et sans exiger un engagement aussi fort de la part de ces gens qui sont, encore une fois, qui sont nés en Suisse, qui sont parfaitement intégrés. Je vois sur Sierre, on n'a aucun souci d'intégration. Ce sont des gens qui jouent du foot, qui sont dans les associations de jeunes, qui sont à la SEC, partout, et que ces gens-là n'ont pas le droit de vote et doivent encore faire un effort supplémentaire en posant cet acte citoyen. Ça, je trouve un peu lamentable. Vous qui avez travaillé toute votre vie, on peut dire, avec la jeunesse, et donc sur des années, sur un grand nombre d'années, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une sorte de désenchantement de la politique dans la population? Ou bien ce terme-là, il vous paraît trop fort? Un désenchantement qui pourrait être marqué par un absent d'intérêt pour le discours politique, qu'on trouverait trop empreint de blabla, je crois que c'est une expression qui était sortie, ou bien alors trop marqué par une politique politicienne. Ou bien vous contesteriez l'existence même de ce désenchantement? Non, je pense qu'il y a des enchantements de la part de la jeunesse, c'est plutôt en voyant ce qui se passe maintenant, bon, bien sûr, ce qui se passe maintenant en Ukraine, le Covid qui a créé de l'insécurité jusqu'à en 2020, on peut dire ces jeunes vivaient dans un monde assez sécurisé, on savait ce qui allait advenir le lendemain, la semaine suivante, et puis tout à coup ça a été une déstabilisation complète du monde globalement concerné, avec l'arrivée du Covid, l'incertitude, maintenant le dérèglement climatique qui prend une ampleur absolument incroyable.
La prise de conscience qu'on vit dans un grand village mondialisé, puisque la guerre en Ukraine entraîne des problèmes d'alimentation en Afrique, ce sont plutôt ces éléments-là qui influencent fortement l'humeur, l'optimisme des jeunes envers notre société, que l'intérêt ou le désintérêt pour la politique. On se rend compte que ces problèmes-là ne peuvent pas être résolus uniquement dans le champ politique, mais c'est plutôt ces questions-là qui préoccupent fortement la jeunesse. Et je ne pense pas qu'il y ait un désintérêt pour la politique, parce que globalement, on se rend compte que ces décisions, finalement, doivent être politiques. Mais quand même, ce qui a changé depuis 3 ou 4 ou 5 ans maintenant, c'est vraiment cette incertitude. On vit dans un monde incertain, avec des événements qui se succèdent à une vitesse folle. Et surtout, ce qui change maintenant, c'est que, sans idéaliser le passé, les moyens de communication nous amènent sur le petit écran des événements qui se passent partout dans le monde, ce qui fait qu'on a tout le temps le sentiment d'être en guerre, d'être en déstabilisation. Et les problèmes nous arrivent avec une vitesse phénoménale et les jeunes n'ont plus la possibilité de vivre dans une société un peu insouciante où on peut avoir quelques perspectives pour le lendemain. C'est plutôt ces éléments-là. Et le temps politique, est-ce que c'est pas aussi un élément qui pourrait retarder ou bien, disons, un peu ralentir l'entrée en politique des gens en se disant, en fait, on se rend compte que c'est très très difficile de faire changer les choses et que mieux vaut s'occuper en quelque sorte de ses affaires personnelles que des choses publiques. Oui, donc oui et non. Donc ce que l'on constate en tout cas, comme je l'avais évoqué tout à l'heure en début d'entretien, et l'entrée en politique de Christophe Darblay à 26 ans, on se rend compte maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent aux commandes politiques, on a de plus en plus de femmes qui ont été élues à Berne, au Conseil national, au Conseil des États. Ce qui est resté une chasse gardée pour les hommes âgés de 50 et plus au Conseil des États, mais on se rend compte qu'on a une Joanna Gapani qui est toute jeune, une Céline, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Lisa Amazon, oui, la verte de Genève. Donc, je vois plutôt une évolution vers un engagement soutenu de la part de jeunes femmes, hommes dynamiques, motivés. On voit le président du Parti socialiste suisse qui a 36 ans, je crois, Cédric Wermuth, le président du Parti socialiste valaisan, Borjo, qui a 28 ans. Donc, non, on perçoit un intérêt. Les jeunes se rendent compte que s'ils veulent impacter l'avenir de notre société, eh bien, ça passe par la politique. Et je perçois plutôt un engagement assez fort d'une catégorie jeune vers un engagement politique. Une des grandes modifications, on va dire, sociétales, c'est l'introduction du numérique dans nos vies quotidiennes, hein, avec les téléphones, les ordinateurs, etc. Est-ce que vous auriez envisagé à un moment donné de se dire, eh bien la politique, elle doit être également numérique, avec, pour exagérer, des votes purement informatiques qui permettraient de consulter beaucoup plus souvent la population et d'être beaucoup plus participatif dans les décisions à prendre? Bon, c'est une évolution qui est irréversible. Donc ces questions-là sont souvent mises sur la table des responsables. Je crois que la question qui est sous-jacente, ce sont les questions de sécurité. Momentanément, on n'a pas réglé toutes les questions pour s'assurer que le vote soit protégé, mais c'est une évolution qui est irréversible. Et dans un laps de temps relativement court, toutes ces questions vont être numérisées. Qui aurait imaginé il y a 10 ans ou 15 ans, quand on n'avait plus besoin d'écran de télévision, qu'on pouvait pratiquement faire tout ce que l'on fait maintenant avec une aisance de fonctionnement, avec un petit outil qui tient dans nos poches. Donc, que peut-on dire? Que se passera-t-il dans 10 ans en termes de développement numérique? Voilà, c'est une grande question auquel je n'ai pas de réponse et je pense que vous n'en avez pas non plus, mais l'évolution nous amènera vers des votes numériques, ça c'est sûr. Toujours parce que vous êtes, on va dire, un spécialiste de ça, au niveau de l'enseignement, le numérique, il a pris une certaine place, mais encore très limitée, on peut dire. Est-ce qu'il y aura vraiment un accroissement extraordinaire
de ça. On a vu que pendant la période de Covid, il y avait pas mal de cours à distance. On a vu qu'il y a des programmes dans le monde de formation à distance avec des résultats assez spectaculaires pour les grandes écoles américaines. On sait aussi l'importance de l'enseignement présentiel, hein, un mot qui revient après ce Covid. Comment vous voyez là cette structure en qualité d'enseignement, je dirais? Bon, on a déjà fait des progrès gigantesques depuis 10 ans. Et effectivement, le Covid a donné un coup d'accélérateur absolument phénoménal. Moi, je pense qu'on doit trouver l'équilibre. On doit pousser partout où c'est possible le développement du numérique dans les écoles, permettre aux jeunes non seulement de connaître l'utilisation et les fonctions, mais surtout de prendre conscience de toute la dérive potentielle de ces outils numériques. Mais par contre, effectivement, il faut trouver un équilibre entre le développement du numérique à l'école et la présence du professeur. Comme on vit dans un monde de plus en plus axé sur la toile, les jeunes perdent un peu leur repère et je crois que le rôle du professeur sera d'autant plus important dans ce développement sous-jacent où le numérique c'est formidable, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'a pas la maîtrise et ça ramènera les politiques à bien réfléchir à cet équilibre entre la présence du professeur en classe et puis le développement informatique. Mais bon, on a vu en période de Covid, si on n'avait pas disposé d'autant de matériel informatique, je pense que les jeunes seraient d'autant plus pénalisés parce que pendant 2 ans, ils ont dû se contenter de pouvoir travailler seul à la maison. L'école n'a pas été un sujet thématisé dans la Constituante. Est-ce que cette raison-là est liée à la qualité de notre école ou bien c'est un sujet qui est absolument, je dirais, non conflictuel dans le champ politique? Alors je pense que c'est, en tout cas en Valais, Valais et Fribourg, c'est assez intéressant. Depuis de longues années, toutes les questions de l'éducation se passent de manière sereine. On observe d'autres manières d'aborder les sujets. Je pense ici au canton de Genève où la moindre des petites modifications entraîne des débats sans fin. Donc le Valais et Fribourg, je pense que dispose d'une école de qualité. Maintenant, est-ce que la Constitution, la nouvelle Constitution doit intégrer? Il y a sûrement quelques éléments qui précisent l'importance de la formation, mais je pense que ce n'est pas le rôle d'une nouvelle Constitution d'aller fouiller très précisément, plus profondément dans la question scolaire. Je pense qu'effectivement que le Valais dispose d'une excellente école et je ne pense pas que la Constitution doit vraiment s'engager fortement dans ce champ. Et à vue de nez, avec du recul, vous diriez, si on se base sur le long terme, sur les 30 prochaines années, quelle direction vous prendriez, disons, à la place de Christophe Darbellay ou du Conseil d'État, ou des chefs d'établissement dans leurs compétences pour accentuer la qualité de l'école valaisanne? Bon, je crois que l'essentiel a été fait ces dernières années parce qu'on se rend compte que la qualité de l'école, c'est avant tout la qualité des enseignants. Et le fait d'avoir maintenant la possibilité de former des enseignants en Valais, de leur donner la possibilité de vivre au niveau primaire 6 mois dans l'autre partie linguistique, c'est déjà un immense plus. La possibilité pour les enseignants du secondaire 1 et secondaire 2 de parfaire leur formation pédagogique à l'HEP en Valais et de pouvoir en alternance participer à suivre les cours en présentiel à l'HEP et d'un autre côté être accompagné dans les établissements par des maîtres formateurs. Idem également pour un engagement à l'école primaire avec des maîtres formateurs. Donc l'accent a vraiment été mis durant ces 10-15 dernières années sur la formation des enseignants et je pense que ça reste un critère déterminant. Donc ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, on se rend compte que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, de moins en moins de jeunes sont motivés à faire ce travail parce que l'enseignement devient difficile, les élèves, de par le développement très tôt, très jeune du numérique, font que le développement fait que ces jeunes perdent un tout petit peu leur repère et le fait également que les enseignants, la majorité des enseignants sont des femmes, rien contre les femmes, mais ce qui me paraîtrait vraiment important, c'est que les jeunes puissent avoir de temps en temps une femme et un homme comme enseignants. Donc ce déséquilibre-là n'est pas très propice. Moi, je pense que tout doit être mis en œuvre pour continuer à développer ces formations d'enseignants, créer un cadre de travail propice
et motivant pour ces personnes et essayer de motiver davantage d'hommes à aussi embrasser ce métier. Il faut un équilibre dans la société. L'enseignant jeune doit pouvoir à un moment donné à l'école primaire avoir une identification auprès d'une femme et d'un homme. C'est plutôt ce déséquilibre qui me questionne. Puis au niveau de la liberté de l'enseignant, nous savons tous l'importance que peut avoir un seul enseignant dans le cursus professionnel et de vie d'une seule personne. Et est-ce que pour attirer cette qualité d'enseignement qui est aujourd'hui nécessaire, est-ce qu'on ne devrait pas aussi accentuer le fait qu'il y a une marge de liberté un peu supérieure à celle qui existe aujourd'hui d'un enseignant en particulier? Bon, je pense que l'enseignant a une grande liberté de manœuvre dans sa classe. Il reste le maître dans sa classe en partant de l'hypothèse que l'enseignant est bien formé, en partant de l'hypothèse que les outils mis à disposition de l'enseignement sont suffisants en termes de livres, d'outils numériques. Après, dans la classe, l'enseignant il doit bien sûr se tenir à des plans à des plans d'études, mais la manière d'interagir avec les élèves, la structuration du programme, tout ça c'est dans les mains de l'enseignant. Et je pense qu'actuellement déjà, l'enseignant a une grande liberté de manœuvre, une grande liberté d'action. Peut-être certains des éléments qui fait que l'école valaisanne a une très bonne presse et que la Constituante n'a pas jugé nécessaire de s'atteler à cette question. Alors pour terminer cet entretien, j'ai décidé à chaque invité de poser cette question. Quels sont les livres forts que vous conseillerez à nos auditeurs qui vous ont marqué pour une raison ou pour une autre dans les domaines tout à fait libres? Oh là là, ça c'est une grande question. Là, je pourrais en citer de nombreux parce que je suis un passionné de littérature. Je lis beaucoup, vraiment. Des livres qui m'ont marqué. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, mais ça remonte je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, dans le cadre d'un projet de l'Université populaire à Sierre, Un turbulent silence d'André Brink. Ça se passait en Afrique du Sud, lors de l'apartheid. Vous rappelez la maison d'édition pour nos auditeurs? Alors, je pense que c'était un poche. Je ne sais plus, alors non, ça remonte très longtemps. C'était non seulement en termes de contenu, mais André Brink a donné la parole dans une ferme, bien sûr, dirigée par des Blancs avec des esclaves noirs, et puis la famille des propriétaires a eu un enfant, les esclaves qui travaillaient dans les champs avaient un enfant, puis les enfants ont grandi, et il a donné la parole en alternance aux uns et aux autres, et puis on voit cette séparation qui se fait à l'adolescence, post-adolescence. Vraiment un grand livre. Un autre livre qui m'a vraiment marqué, c'est le livre qu'a écrit Hélène Grémillon, Le Confident. Intéressant parce que Hélène Grémillon, c'est la femme de Julien Clerc, elle était à Sierre au mois de mai dans le cadre de Louis Megaud, parce que c'est elle qui a écrit le scénario du film dans lequel jouaient Alexandre Jolien et Bernard Campan. Donc vraiment un grand livre. Un autre aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est La petite histoire dans la grande histoire, le dernier des nôtres d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est la fin de la guerre en 39-45, avec le déplacement vers le sud des scientifiques et puis le combat qui s'est mené entre l'Est et l'Ouest pour récupérer ces scientifiques. Et cette petite histoire dans la grande histoire, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Je pourrais citer encore non, je crois que Laurent Gounel, Dieu voyage incognito. Puis le tout dernier, ben voilà, je vois vers moi là, Si vite que courent les crocodiles, le dernier livre de Béatrice Riand. Et celui-là, je veux en parler parce que quand je suis arrivé au collège à Sion, j'avais 14 ans. J'étais très jeune, j'ai fait toute ma scolarité au collège avec des gens qui avaient 1, 2, 3, voire 4, voire même 5 ans de plus que moi, et je me suis retrouvé dans le personnage qui est décrit par Béatrice Riand. Donc, on va conseiller à nos lecteurs de lire ce petit livre, Si vite que courent les crocodiles. Merci pour ce moment, Eddy Bonnet.